Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Bonjour Julien, bonjour à tous. Eh bien, nous voilà en troisième semaine d'affilée pour vous proposer un Facebook Live sur la problématique des prairies à fleurs variées et sur la nature de ces prairies. Voilà. Donc, on va faire comme les 2 semaines précédentes, hein. On va vous proposer un exposé en 3 temps. Un premier temps, une présentation qu'on a préparé là en début de semaine avec des résultats issus de nos travaux de recherche. Ensuite, une petite vidéo avec un reportage en immersion sur le site de la ferme. Et enfin, un troisième temps avec des échanges avec vous pour répondre à vos questions. Alors, en guise d'introduction, ce qu'on vous propose, c'est de refaire un point sur la ferme de Torigné. Donc voilà, ce qu'elle est aujourd'hui, à quoi elle sert. Donc, la ferme de Torigné, c'est un outil avant tout de recherche au sein duquel on réalise des essais dits analytiques en microparcelles ou sur des lots d'animaux. Et en parallèle, c'est aussi un système de démonstration. Donc, une ferme, comme une ferme d'élevage comme celle de tous les éleveurs. Et c'est un système prototype dans lequel, en fait, on met en place les meilleurs résultats issus de nos travaux analytiques. Ça permet de les tester en vraie grandeur. Et c'est aussi un outil de communication et de formation. Donc, beaucoup de formations avec des groupes d'étudiants, d'éleveurs, de conseillers qui viennent sur la ferme. Bah, dans le contexte actuel, personne ne peut venir. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose des lives là tous les mardis depuis 3 semaines maintenant. Alors, la ferme de Torigné, c'est aussi une SARL. C'est un statut juridique un peu particulier avec des actionnaires. On a 12 actionnaires, donc un conseil d'administration qui se réunit 3-4 fois par an pour orienter un peu les travaux qui sont menés sur la ferme. Et l'actionnaire majoritaire de cet outil de recherche, c'est la Chambre d'agriculture. En termes de moyens à disposition, on a 145 hectares de SAU pour conduire un système autonome. Donc dedans, il y a 84% des surfaces qui est dédiée à la production de fourrage et 16% à la production de culture. Alors sur ces 84% liés à la production de fourrage, il y a une part importante de prairies. Donc cette année, par exemple, on est à 100 hectares de prairies. Dedans, on a 48 hectares de prairies naturelles, donc des prairies qui sont adaptées à leur milieu, sur lesquelles des prairies qu'on ne peut pas intégrer dans la rotation. Et on a 52 hectares de prairies dites temporaires, qui ont une durée de vie qui oscille entre 2 et 3 ans et pouvant aller jusqu'à 5-6 ans. Donc, ils sont pleinement intégrés dans la rotation. Voilà. Donc, en parallèle de cette surface, on a une petite surface qui est dédiée aux essais en micro-parcelles, donc 5 hectares. Donc, c'est jamais les mêmes 5 hectares hein, tous les ans. Ils tournent, hein, ils sont intégrés dans la rotation du système. Voilà, mais ils ne permettent pas de dégager un produit pour nourrir les animaux. Et le tout sur un potentiel agronomique modeste. Et là, vu la problématique qu'on vous propose aujourd'hui, Bertrand vous fera un détail précis sur qu'est-ce qu'on entend par potentiel agronomique modeste. Enfin, un modèle animal pour valoriser tout ça. Donc un troupeau de vaches à étendre, 70 vaches de race limousine, et la suite dans un système naisseur-engraisseur. Donc un chargement adapté hein, au potentiel agronomique des terres, donc 1,1 UGB par hectare de SFP. Et un système, c'est ce que je disais, un naisseur-engraisseur, donc on engraisse toutes les femelles et les mâles sont valorisés en bœufs. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pourquoi proposer voilà deux petites sessions de Facebook Live autour des prairies à fleurs variées pâturées. Déjà en guise d'introduction, voilà des premiers ordres de grandeur. On a essayé de regarder un petit peu la part relative de la SAU qui était conduite en prairie en fait dans les élevages bovins des Pays de la Loire. Donc ce qu'on a, c'est en moyenne dans les systèmes viande et lait de la région, la part qui est conduite en prairie, la part de la SAU qui est conduite en prairie. Donc dans les systèmes viande, on a un peu plus de 2 tiers de la surface qui est conduite en prairie, et puis ça représente presque encore la moitié de la surface des systèmes laitiers. Et si on fait un zoom spécifique sur les ateliers bio, donc viande bio et les bio, cette surface-là est encore plus importante. On va arriver à 85% de la SAU qui est conduite en prairie dans les systèmes allaitants bio et presque 3 quarts de la SAU dans les systèmes laitiers bio. Donc ce qui veut dire que si on arrive à faire des gains de productivité même relativement faibles, hein, de l'ordre de 10 à 15% sur ces surfaces en prairie, ça peut quand même représenter un tonnage relativement important de matière sèche qui est produite à l'échelle du système, quoi.
Et deuxièmement, donc des prairies et plutôt à dominante pâturage. Alors on sait bien que l'ensemble de l'herbe ne peut pas être pâturé. Ce serait vraiment l'idéal si on avait des pousses d'herbe, on va dire toute l'année, homogènes, avec de l'eau qui tombe régulièrement. C'est pas le cas. Donc il y a une partie de la pousse et de l'herbe qui effectivement a vocation à être récoltée. Mais néanmoins, c'est vrai que se poser la question de la possibilité d'en maximiser un maximum au pâturage. Pourquoi ? Parce que ce pâturage, c'est quand même une ressource économique. On peut se rappeler la phrase d'André Pochon qui disait qu'une vache, c'est une barre de coupe à l'avant et un épandeur à fumier à l'arrière. Et c'est vrai que ça permet notamment de faire des économies en fait en euros en termes de coûts de production. Si on regarde un montant de charge, on est sur un facteur divisé par 3 par rapport à n'importe quel type de fourrage qui va être récolté, stocké et distribué. Alors c'est à la fois moins coûteux en euros, c'est aussi moins coûteux en énergie, moins coûteux en fuel. Ça l'est un peu moins en travail, on n'a pas ce facteur 3 de temps de travail inférieur sur un hectare pâturé par rapport à n'importe quel autre type d'hectare récolté, parce que effectivement, et notamment par exemple en élevage laitier, il y a par exemple cette composante d'aller chercher les animaux et de les renvoyer après la traite au pâturage, et puis il y a du temps à consacrer aussi à tout ce qui va être quand même l'entretien des clôtures notamment, quoi. Mais quand même une ressource économe à la fois en euros et en énergie. Et puis derrière aussi, ça peut être aussi un atout en termes de puits de carbone. Ces prairies, elles participent aussi à stocker du carbone. Elles sont souvent couplées aussi au maillage bocager, qui lui aussi participe de ce puits de carbone, quoi. Et puis dernier point, c'est vrai que ces prairies pâturées ont souvent une image positive pour le consommateur. Alors maintenant, aujourd'hui, on l'appelle le consommateur acteur citoyen. Avant, les gens achetaient, il y a une dizaine d'années, on va dire, il y a quelques décennies, on regardait plutôt la quantité de kilocalories. Après, les gens se sont intéressés plutôt à la qualité nutritive des aliments. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, derrière, on y met aussi des attentes qui sont un peu différentes sur les modes de production. Et c'est vrai que la prairie a plutôt une bonne image, la prairie pâturée a plutôt une bonne image auprès des consommateurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une prairie à flore variée? Donc nous, on a fait le choix d'appeler ça des prairies à flore variée. Il y en a qui parlent de prairies multi-espèces. Clairement, c'est la même chose. Donc ces prairies dites à flore variée, elles comportent entre 5 et 7 espèces. Des graminées, principalement des graminées, des légumineuses. Et dans cette notion de flore variée, on entend à minima 2 à 3 légumineuses, de manière à ce qu'elles participent de manière significative au rendement et à la valeur nutritive de l'herbe produite. L'idée dans ces prairies, c'est de rechercher un principe de complémentarité. Ce principe de complémentarité, on le veut de la phase d'installation jusqu'à la valeur nutritive du fourrage, en fait, en passant par la notion de productivité. Donc on veut que dès la phase d'installation de la prairie, de recouvrement, cette notion de complémentarité, elle soit possible pour assurer une bonne levée et une bonne présence de la végétation sur le sol. Ensuite, on sera très attentif aussi à avoir des niveaux de production tout à fait satisfaisants en fait. Pourquoi ? Parce que cette prairie est essentielle pour nourrir des animaux et créer du produit à l'échelle de la ferme et donc du revenu pour l'éleveur. Et enfin, dernier point sur lequel on va être vigilant, c'est cette notion de qualité nutritionnelle. L'idée étant de produire en fait un maximum d'UF et de PDI par hectare à disposition. Alors, du coup, on a plusieurs facteurs de choix des espèces et facteurs d'assemblage des espèces au sein de ces prairies. Le premier facteur, ça va être le contexte pédoclimatique. Voilà, si on est en zone humide, si on est en zone séchante, on va privilégier certaines espèces plutôt que d'autres. Ensuite, on va regarder l'aspect pérennité. Pour des prairies de 2-3 ans, on va avoir des espèces et des variétés qui vont être différentes que pour des prairies qu'on souhaite installer pour 5-6 ans. Voilà. Et enfin, dernier point, ça va être cette notion qui est très très dure à quantifier, qu'on essaye d'approcher, nous, de façon plutôt subjective, c'est cette notion de sociabilité des espèces. Donc ça va être la capacité de ces dernières à coexister entre elles. Et cette notion de sociabilité, elle est intéressante dès la première année pour la prairie, mais aussi sur la dernière année. Alors on ne va pas avoir les mêmes équilibres en termes d'espèces présentes, mais on veillera à ce qu'il y ait toujours une cohérence dans le temps à l'échelle de la prairie. Et enfin, dernier point très important, c'est que les prairies, en règle générale, elles sont semées de 26 à 29 kg par hectare.
de fourragères. Et dedans, donc il y a une part très significative de légumineuses, 8 à 9 kilos. Donc c'est important. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte d'agriculture biologique. Donc du coup, nous, la légumineuse, c'est vraiment le moteur azoté de la prairie. On peut quasiment que compter sur la fixation symbiotique en fait pour amener de l'azote à notre prairie. Hein. Pour rappel, hein, on ne peut pas utiliser d'azote minéral. Voilà pour ce qu'on peut définir comme étant une prairie à flore variée. Alors maintenant, on va aller voir des choses sur plutôt le contexte pédoclimatique de la ferme. Alors, sous le contexte pédoclimatique, donc une des composantes qui peut rentrer dans les facteurs d'assemblage des différentes espèces. Donc sur la ferme, on est effectivement ce que disait Julien dans la présentation, hein, sur des sols à potentiel agronomique très modeste. Si on regarde en termes de texture, on est sur des limons sableux, hein, le pourcentage d'argile est relativement faible. En moyenne, on est autour de 13% d'argile. Et puis, c'est des sols qui se caractérisent quand même par des faibles profondeurs. Hein, on est autour d'une moyenne de 50 cm de profondeur et on a des sols qui peuvent juste être à 30-35 cm de profondeur. Ce qui se passe, en gros, arrivé à cette profondeur-là, on a ce que vous avez sur la photo en haut à droite, là, une couche qu'on appelle une couche d'allios, qu'on appelle aussi une mâche fer, qui est la résultante en fait de la précipitation du fer et du manganèse et qui donne une couche très imperméable. Donc là, c'est un bloc hein, qui était à 30-40 cm du sol. Dedans, on peut retrouver, on le voit un peu, il y a des taches un peu noires. En fait, c'est de l'oxyde de fer, hein, c'est du fer qui s'est oxydé et qui constitue voilà un conglomérat qui est très très dur et qui est très très imperméable, quoi. Alors au-dessus, on a aussi une charge en cailloux qui est quand même relativement élevée. Hein. Dans les 30 premiers centimètres, il y a à peu près 20% de cailloux. Et donc ce qui fait, c'est tout ça en moins en termes de volume pour la réserve hydrique et puis pour la réserve éventuellement en éléments minéraux, quoi. C'est des sols à tendance acide, voilà, le pH est autour de 6,1, donc avec, de toute façon, voilà, c'est un niveau de pH qui correspond à un taux de saturation aussi, on peut pas aller au-dessus parce que les CEC, le taux de saturation de CEC est suffisant. Bref, c'est des sols qui vont être à la fois hydromorphes l'hiver et puis séchants l'été. Hein. Il y a deux photos qui illustrent ça. Hein. La photo où on a des prairies qui baignent dans l'eau là en plein hiver, et puis des prairies type paillasson qu'on peut retrouver assez fréquemment en fait au mois d'août sur la ferme. Alors si on regarde la pluviométrie maintenant, la pluviométrie on peut dire qu'elle est assez limitée. Hein. On est dans un contexte, on va dire, de climat normalement océanique dégradé, mais c'est vrai que ces dernières années, il a plus ressemblé à du dégradé qu'à de l'océanique. Et puis donc voilà, 675 mm de précipitation avec des variabilités qui peuvent être importantes. Donc c'est vrai que c'est une forte sensibilité aux aléas météorologiques. Bon, ça peut être un avantage pour une ferme expérimentale qui s'intéresse justement à des travaux qui sont liés à l'adaptation au changement climatique, parce qu'effectivement, on est confronté déjà à des aléas météorologiques au niveau de la ferme relativement forts. Alors, on va en venir maintenant aux objectifs qu'on peut attendre de ces fameuses prairies à flore variée pâturées. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser aux prairies qui auront une destination pour le pâturage. Ce que vous avez, c'est un graphique avec en ordonnée la pousse de l'herbe et en abscisse l'axe du temps. Ce qu'on voit, la courbe verte, c'est la dynamique de pousse de l'herbe en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on observe, hein? C'est qu'au printemps, fin avril, début mai en fait, on a un pic de pousse de l'herbe qui correspond à la période où on est en mesure par hectare de produire le maximum de biomasse. Donc tout l'enjeu pour nous en fait va être de mettre en adéquation les besoins du troupeau avec ce pic de pousse de l'herbe, donc un premier enjeu, et ce pic de pousse de l'herbe, bien souvent il va dépasser les besoins du troupeau, ce qui est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il va aussi nous permettre de créer des stocks qu'on utilisera pour nourrir les animaux l'hiver. Néanmoins, l'idée est d'accroître la durée de pâturage pour les animaux. Bertrand vous l'a expliqué, hein, il y a énormément d'avantages à améliorer, à allonger la durée de pâturage. Donc pour cela, on va travailler à plusieurs niveaux, au niveau de nos prairies à flore variée. Première chose, ça va être la précocité. On a effectué des travaux pour arriver à trouver quelle combinaison végétale permettait d'avoir plus de précocité, c'est-à-dire qu'on avait un départ en végétation plus précoce pour produire plus tôt dans la saison. La deuxième chose qu'on va regarder aussi, qu'on va travailler, c'est la souplesse d'utilisation. Alors, à ne pas confondre avec la souplesse d'exploitation. La souplesse d'exploitation va être caractéristique en fait d'une espèce, donc ça va être une période entre le départ en végétation et le début des piaisons. Là, sur la souplesse d'utilisation, on va s'intéresser à la prairie en tant qu'association végétale de différentes espèces. Et cette souplesse d'utilisation, en fait, plus elle est importante, plus
on peut accéder à cette prairie à plutôt avoir un bon équilibre entre productivité et valeur nutritive. Donc on reviendra là-dessus en détail tout à l'heure. Autre point qui peut être travaillé, c'est la résistance à la sécheresse. C'est trouver des espèces et des variétés qui vont tolérer ces déficits hydriques. Et donc première chose, et deuxième chose aussi, qui ne vont pas souffrir si je puis m'exprimer ainsi, de mortalité en fait, parce qu'avec des niveaux de sécheresse très importants, on peut avoir des mortalités notamment sur les raigrats anglais. Et autre point qu'on va regarder sur nos prairies, toujours dans l'optique d'allonger le pâturage, c'est avec la capacité des prairies à redémarrer à l'automne, avec dans un contexte où on a plutôt une baisse des températures et puis surtout une pluviométrie de plus en plus faible. Donc voilà, l'idée c'est de trouver des solutions pour améliorer la production annuelle. Autre point qu'on va regarder, c'est arriver à améliorer la robustesse de ces prairies. Alors qu'est-ce qu'on entend par robustesse ? Pour nous, en fait, c'est des prairies qui ont une productivité tant sur la biomasse que sur la valeur nutritive satisfaisante sur au moins 5 ans. Voilà. Et ça, un des éléments essentiels, ça va être la présence de légumineuses, notamment, donc l'équilibre des espèces qu'on va arriver à maintenir sur le pas de temps que l'on souhaite. Voilà pour les éléments de contexte. Maintenant, on va rentrer plutôt dans des détails issus de nos travaux. Alors, les premiers travaux qui ont eu lieu sur la ferme, donc là, c'est les données, voilà, au début de la ferme, on est de 2002 à 2012, qui ont visé un petit peu à construire un mélange de prairies à flore variées, à le comparer à un certain nombre d'associations et de voir si justement ils pouvaient remplir ces objectifs d'une plus grande productivité annuelle et puis d'une meilleure robustesse. Donc là, ce que vous retrouvez en fait sur le schéma, donc vous avez un mélange de prairies à flore variées, donc lui, on reviendra un peu en détail un peu plus tard dessus, mais qui est à base de fétuque, RGA, trèfle blanc, trèfle hybride et lotier, donc qui figure en orange, et qui a été comparé donc soit à une association de type raigrats anglais trèfle blanc, donc qui figure en vert, ou à d'autres types d'associations, donc un RGA fétuque trèfle blanc en bleu et un fétuque dactyle trèfle violet en rouge. Donc là, vous avez les rendements annuels sur des durées d'essai qui duraient 4 ans. Et donc, ce qu'on peut remarquer, si on compare déjà une première fois cette prairie à flore variée par rapport à un raigrat anglais trèfle blanc, c'est qu'on a des prairies à flore variée qui sont quand même nettement plus productives, quel que soit d'ailleurs le contexte de sol. Donc, du peu profond chez nous, là, le premier essai, celui qui figure à gauche, c'est du 50 cm de profondeur. Le profond, on était sur du 70-80 cm de profondeur. Et en superficiel, on était autour de 30-40 cm, quoi. Et à chaque fois, on a des prairies à flore variée qui sont plus productives. Elles sont aussi plus productives que les deux autres types d'associations contre lesquelles on les a testées, quoi. Alors si on compare un peu en termes de valeur nutritive, les prairies à flore variée par rapport au raigrats anglais trèfle blanc, on a effectivement une teneur en énergie, 0,92 UFL contre 0,99 sur des RGA trèfle blanc. On a en fait une fraction de fétuque élevée qui est un petit peu plus importante, qui est une graminée qui est moins digestible que le raigrat anglais et qui fait qu'on a une teneur moyenne en fait qui est un petit peu plus faible sur la teneur en énergie. Et puis ensuite, on a aussi un petit peu moins de teneur en matière azotée. On était à 170 grammes de MAT par kilo de matière sèche pour le RGATB contre 153 pour les prairies à flore variée, qui peut s'expliquer aussi par un effet un peu dilution parce qu'on fait quand même beaucoup plus de rendement sur les prairies à flore variée par rapport à nos raigrats anglais trèfle blanc. Néanmoins, après, si on a une approche quantitative à l'échelle de l'année de la productivité à la fois en énergie ou en MAT de nos prairies à flore variée par rapport à ces associations de RGATB, on produit quand même 1000 UF supplémentaires sur les prairies à flore variée et 130 kg de MAT sur nos prairies à flore variée par rapport au RGA trèfle blanc. Alors toujours sur la productivité, en fait, Bertrand vient de vous dire qu'elle était supérieure à l'avantage des prairies à flore variée, de l'ordre de 1,5 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la répartition de ce gain de productivité. Donc vous l'avez sur le graphique devant vous, donc avec 4 cycles de production en avril, en juin, en septembre et en novembre. Qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, 50% du gain de productivité, il est fait sur le premier cycle, le cycle d'avril. Et qu'ensuite, les 3 cycles suivants, on a toujours un gain de productivité qui oscille entre 15 et 20%. Conclusion, en termes d'utilisation en tant qu'éleveur, on peut utiliser ces prairies exactement comme des prairies d'association, des raigrats anglais trèfle blanc, parce qu'on peut considérer que le gain de productivité, il est relativement bien réparti sur l'ensemble des cycles de production.
Alors, si on fait un petit zoom maintenant sur ce qui se passe au deuxième cycle, donc là, on a caractérisé pour différents âges de repousse l'évolution un peu de la valeur alimentaire au deuxième cycle. Alors c'est vrai qu'au deuxième cycle, on peut avoir quand même un phénomène de remontaison en fait sur les raies granulées qui viennent épier et qui viennent baisser un petit peu la digestibilité. C'est ce qu'on voit sur les valeurs UF qui sont un petit peu plus basses, même quand on est en dessous de 40 jours de repousse. Donc autour de 40 jours, on a une valeur énergétique qui est un petit peu plus faible que ce qu'on voyait tout à l'heure, autour de 0,89 UF. Néanmoins, quand on a des taux de légumineuses relativement convenables, là, dans chaque cas de figure, on est au-dessus de 30% de légumineuses, on arrive à maintenir des teneurs en azote qui sont satisfaisantes et quelque chose qui est équilibré, on va dire, en termes d'énergie et de protéines. Et derrière, c'est des valeurs alimentaires qui restent quand même relativement convenables, même sur des âges de repousse qui sont avancés, hein, au-delà de 50 jours jusqu'à 75 jours de repousse, ce qui fait que ça peut constituer des stocks d'herbes sur pied qui sont assez intéressants en début d'été pour aller justement permettre de continuer en fait à pâturer, on va dire courant juillet, avec des valeurs nutritives qui restent satisfaisantes, on va dire même voilà jusqu'à 45 jours, 50 jours, on a des valeurs nutritives qui peuvent quand même rester satisfaisantes et qui peuvent permettre de poursuivre le pâturage, on va dire sur le début d'été. Donc une prairie à fleurs variées, ça produit beaucoup. C'est relativement souple d'utilisation. Est-ce qu'on peut améliorer la fonction précocité de ces prairies à fleurs variées? Alors vous avez dans le premier tableau deux mélanges qu'on a testés. Le mélange M1 qui va être le témoin, donc la prairie qui est le plus couramment utilisée à Torigné, qu'on va comparer au mélange M2, mélange dans lequel on a amené une fonction précocité. Fonction précocité par la variété de raies gras anglais qu'on a souhaité utiliser. Alors l'idée c'est de vous présenter cette comparaison. On a aussi comparé, cherché de la fonction précocité en amenant d'autres choses, en utilisant des fétuques méditerranéennes, des raies gras hybrides, du paturin et de la fléole. La modalité qui apporte le plus de précocité, c'est bien la M2, c'est celle qu'on vous présente. Alors ensuite vous avez le graphe qui est juste à côté, avec la répartition de la productivité en fonction des cycles et en fonction des années. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que quelle que soit l'année, notre modalité à laquelle on a amené une fonction précocité, eh ben, on le retrouve sur la biomasse globale à l'échelle de la productivité annuelle et aussi au niveau de chaque cycle. Donc, en guise de conclusion, par rapport à cette notion de précocité, on peut dire que cette fonction, elle marche. Et elle est d'autant plus marquée en fait sur le premier cycle d'exploitation, avec un net plus en termes de biomasse produite sur le premier cycle. Les cycles suivants, on arrive à des choses à peu près similaires. Par contre, petit défaut de cette fonction précocité quand on l'amène par cette espèce végétale, c'est qu'on a un effet de dilution. Certes, on produit plus, mais du coup, on dilue la valeur nutritive et notamment la MAT. Donc ça, c'est un petit point négatif. Deuxième point négatif, plutôt là sur la pérennité de la prairie, c'est qu'on met un rais gras qui s'installe rapidement, qui produit tôt et qui sûrement fait un peu d'ombre aux légumineuses. Et par conséquent, on se retrouve en moyenne avec une proportion de légumineuses plus faible dans nos prairies sur lesquelles on a amené des fonctions précocité. Et donc la dernière question, enfin pour l'instant la question sur laquelle on essaie de travailler en ce moment, c'est d'essayer d'améliorer la productivité estivale. Avec nos prairies à fleurs variées, on avait réussi effectivement à gagner en productivité au printemps, on avait réussi à gagner un peu en robustesse quand même sur l'été, sur l'automne. Et maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'on pouvait avoir une flore qui nous permette d'avoir de la production en fait l'été. Donc là-dessus, il y a deux candidats relativement intéressants, deux espèces candidates qui sont la chicorée et le plantain. Et là, dans une première 4 d'essai, donc ça c'est des résultats qu'on a accumulés sur les années 2016, 2017, 2018, on les a gérés un petit peu comme on gérait nos assemblages de prairies à fleurs variées, c'est-à-dire on les a gérés en additif. On est allé chercher une fonction complémentaire, une fonction de productivité estivale à partir de ces espèces-là. En incorporant en fait dans notre mélange de base de 27 kg par hectare de fétuque, RGA, trèfle blanc, trèfle hybride et lotier, 1,5 kg soit de chicorée, soit de plantain. Alors effectivement, l'ajout de chicorée et de plantain, c'est ce qu'on voit sur le graphique. On a réussi à avoir plus de production sur la période été-automne. Ça c'est clair, on a gagné à peu près 2 tonnes de matière sèche supplémentaire et les deux tiers de cet accroissement de productivité s'expliquent par du rendement qui est fait sur l'été-automne.
Maintenant, par contre, c'est vrai que ces deux espèces qui ont, et en particulier la chicorée, des caractères qui sont quand même très invasifs, qui ont été très marqués. La chicorée a représenté quasiment 50% de la biomasse assez rapidement en 2017 et en 2018. Et en fait, on est sur des cycles de végétation qui sont beaucoup plus rapides que notre flore classique. Nous, en gros, sur notre flore classique, on est sur des cycles de végétation de l'ordre de 4 à 5 semaines. Et là, on a des cycles de végétation qui sont plutôt de 3 semaines. Et la conséquence, c'est qu'effectivement, ces deux espèces, la chicorée et le plantain, ont fait des remontées à tiges beaucoup plus fréquentes. Et donc forcément, en termes de valeur nutritive aussi, on a été un petit peu déçus par des phénomènes à la fois de baisse de digestibilité et de dilution en fait de la matière azotée. Et on s'est retrouvé sur des valeurs en MAT qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on pouvait avoir dans la littérature. On pouvait voir parfois des chicorées à 17-18% de MAT. Là, on est sur des moyennes plutôt autour de 11% de MAT, mais qui est lié en fait à ce phénomène de dilution et ce qui est lié à ce phénomène de montée à épi. Donc c'est vrai que pour le moment, dans une gestion, on va dire, en additif, en gardant un mode d'exploitation classique de nos prairies à flore variée, c'est des espèces qui s'avèrent peu pertinentes en additif dans une prairie à flore variée classique menée dans notre contexte en agriculture biologique, quoi. En guise de conclusion, on voulait vous présenter quelques résultats sur des observations qu'on a fait sur la pérennité de nos prairies à flore variée. Donc là, c'est issu d'une base de données sur la valeur nutritive des foins issus de ces prairies dites à flore variée. On a comparé deux populations. Une première population dans laquelle on a des prairies qui ont entre 1 et 5 ans. Donc on a 33 prairies sur lesquelles on a des valeurs de foin avec des foins qui ont été fauchés le 11 juin. Et on a comparé ça à une deuxième sous-population, c'est des prairies à flore variée qui ont plus vieilli, donc qui ont entre 6 et 12 ans. Là, on a 29 échantillons et le hasard a bien fait les choses, c'est qu'on a une date de récolte moyenne qui est elle aussi au 11 juin, donc du coup, on est comparable. Alors, première observation, évolution du pourcentage de légumineuses. Et bien, sur nos jeunes prairies, on arrive en moyenne à avoir 23% de légumineuses. Sur nos prairies qui vieillissent, ce taux de légumineuses chute de manière très significative, il est plus que divisé par 2 avec 11% de légumineuses. Au niveau de la MAT, du coup, si on a plus de légumineuses, on le retrouve. Pareil pour la digestibilité de la matière organique. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on voit ? En termes d'UFL récolté par kilo de matière sèche, on est à 0,7 sur les prairies de moins de 5 ans et à 0,64 sur les prairies de plus de 6 ans. Et en termes de PDI, et c'est là où c'est vraiment très très marqué, et il y a un lien très étroit à faire avec le pourcentage de légumineuses, on passe de 56 à 40. Conclusion, nos prairies à flore variée, elles sont intéressantes pour une pérennité pouvant aller jusqu'à 5 ans, mais plus en avoir trop dans son système, c'est du coup être confronté à derrière des récoltes de fourrage de moins bonne qualité. Donc du coup, l'idée, c'est bien d'introduire ces prairies à flore variée dans tes rotations. Donc là, on vous a mis à titre d'exemple la rotation qui est réalisée en moyenne sur la ferme. Donc on a une prairie qui fait 4 ans, derrière on a une céréale, après on a une févrole, et après on implante une prairie sous couvert d'association de céréales protéagineux qui va être soit récoltée en grains, soit en ensilage. Ainsi, on arrive à avoir des prairies toujours de bonne composition qui nous permettent d'avoir des fourrages de qualité, tant par la voie du pâturage que par la fauche, à travers l'exemple qu'on vient de vous présenter dans le tableau ci-dessus. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les prairies à flore variée. Donc là, on l'a vu, on a réussi en fait ces travaux-là, ils ont réussi effectivement à nous donner un mélange qui nous permet quand même d'avoir amélioré la productivité par rapport à des RGATB, d'aller chercher un peu de fonction de précocité. On a fait quelques petites tentatives autour du plantain et de la chicorée pour essayer de gagner un peu en productivité estivale, mais on a vu que c'était un peu difficile de les mettre comme ça en additif dans des prairies à fleurs variées. Bon, néanmoins, quand même, 2016, 2017, 2018, en plus des années qui, d'un point de vue climatique, ont été marquées par des étés secs, on avait vu quand même qu'on avait de la productivité en fait sur ce plantain et la chicorée. Et donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'aller découvrir un nouvel essai qui retraite de cette question un peu du plantain et de la chicorée, mais un petit peu différemment, qui a été mis en place maintenant aujourd'hui en septembre 2018 et qui court sur 2019, 2020, 2021. Donc un nouvel essai qui traite de cette question plutôt toujours du plantain et de la chicorée pour essayer justement d'améliorer la productivité des prairies en été.
Donc rendez-vous tout de suite sur la ferme. Nous voici sur la ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou, dans la parcelle P5 qui accueille depuis l'année dernière un essai analytique, toujours en dispositif 4 blocs, où l'on travaille sur la nature des prairies à flore variée exploitées au pâturage. Un objectif général de cet essai, on a plusieurs modalités, ça va être de trouver les prairies à flore variée les plus adaptées aux conditions estivales qui sont de plus en plus marquées dans notre région des Pays de la Loire. Alors pour cela, on a 3 grandes problématiques auxquelles on va essayer de répondre à travers les modalités de cet essai. La première, ça va être de retravailler l'intérêt de la chicorée et du plantain en fonction additive dans nos prairies à flore variée, mais cette fois-ci exploitées à des rythmes autour des 21 jours, donc des rythmes adaptés à la chicorée et au plantain. Le deuxième objectif, ça va être de travailler sur des prairies, toujours à flore variée, à base de chicorée et de plantain, mais cette fois-ci, ces 2 espèces seront les pivots des mélanges. Et enfin, on souhaite travailler aussi sur la pertinence d'une diversité croissante, tant sur les graminées et légumineuses, au sein de prairies à flore variée à base de chicorée et de plantain. Alors pour ce faire, on se retrouve là sur le 3e bloc et l'idée c'est de reprendre les modalités une par une pour vous les présenter rapidement. Alors notre modalité témoin c'est toujours la même. C'est celle-ci, c'est le mélange qu'on appelle un peu ici le mélange Thorigné, donc 10 kg de fétuc, 8 kg de raies gras anglais, 3 kg de trèfle blanc, 3 kg de trèfle hybride et 3 kg de lotier corniculé. Donc on est en 2e année d'exploitation, on retrouve bien toutes les espèces. Là vous voyez, on a un peu de lotier. Aujourd'hui on a une forte présence du raies gras anglais, un peu de fétuc, on trouve du trèfle blanc, trèfle hybride et un peu de rumex. Voilà, donc ça c'était pas prévu mais on va faire avec, ça fait partie des éléments importants à suivre. Donc ça c'est le témoin. Ce témoin, on va regarder ensuite, on va le comparer à nos prairies toujours à flore variée. On a utilisé la chicorée et le plantain en fonction additive. Donc c'est cette modalité là. Donc ça c'est une modalité où en fait on a semé en plus de notre mélange témoin, donc en additif, 1 kg de chicorée. Alors on voit là en premier cycle de 2e année d'exploitation une présence relativement importante de chicorée. Et juste à côté, on a l'équivalent dans lequel on a semé, toujours en additif, 1 kg de plantain. Alors là, au niveau du visuel, c'est moins évident. Par contre, on retrouve bien notre plantain correctement installé et quand on se penche, on se rend compte qu'il est bien présent. Alors voilà pour la fonction additive. Ensuite, ce que je vous disais en fait, c'est qu'on travaille aussi sur des variétés sur des mélanges où la chicorée et le plantain sont les pivots du mélange. Donc c'est les 2 modalités qu'il y a au bout, donc M3 et M2. Donc dans ces 2 modalités, on a semé 3,5 kg de chicorée, 3,5 kg de plantain, et dans l'une on a 6 kg de trèfle hybride, et dans l'autre on a 6 kg de trèfle hybride et 6 kg de trèfle blanc. Qu'est-ce qu'on voit? En visuel, on voit que la chicorée est très très présente. Le plantain l'est aussi, un peu, voilà. Et les trèfles, la présence des trèfles est tout à fait satisfaisante et correspond très bien à ce qu'on pouvait attendre. Et enfin, plusieurs modalités où on travaille là sur la notion de diversité croissante, donc c'est d'amener de la diversité par les graminées et les légumineuses. Donc là, au niveau de cette diversité, on est sur des mélanges à base de 2 kg de chicorée, 2 kg de plantain, auxquels on amène de la fétuc, du raies gras anglais tétraploïde, du trèfle blanc, du trèfle hybride, à différentes doses, et pouvoir l'impact de cette diversité croissante sur les critères qu'on mesure. Donc en parlant des critères que l'on mesure, ils sont toujours les mêmes. La première chose qu'on regarde, c'est la composition botanique à chaque cycle d'exploitation
et l'évolution de cette composition botanique. Donc l'essai va être suivi pendant 3 ans. On regarde bien sûr la biomasse, donc le rendement exprimé en tonnes de matière sèche à chaque cycle. Et enfin, on regarde la valeur nutritive qui est toujours analysée en analyse chimique avec un labo partenaire de la ferme. Voilà, donc cet essai est en 2e année d'exploitation. L'année prochaine, il sera en 3e année d'exploitation. Et on sera en mesure de vous apporter des éléments de conclusion sur l'utilisation de la chicorée et du plantain avec des rythmes d'utilisation adaptés à ces 2 espèces. Eh bien, merci pour cette petite visite sur la ferme et cette petite présentation d'essai. Une toute petite précision dans la présentation des modalités. À un moment donné, il est évoqué 6 kg de trèfle blanc plus 6 kg de trèfle hybride. C'est bien 3 kg de trèfle blanc plus 3 kg de trèfle hybride qui fait un total de trèfle de 6 kg. Voilà, c'était juste une petite précision par rapport à ce qui a été dit dans la vidéo. Voilà, merci Bertrand pour cette correction. Alors maintenant, un petit temps d'échange, donc on va répondre aux questions qui ont déjà été posées. Si vous en avez, n'hésitez pas à alimenter le fil de discussion. Donc on a une première question de mémoire, elle apparaît plus sur mon écran, mais c'est Franck qui l'a posée, sur pourquoi ne pas utiliser de la luzerne. Des éléments de réponse, voilà. Donc dans le contexte de la ferme, nous... un enjeu principal, c'est la phase d'installation. La luzerne est très lente d'installation et elle a tendance à fortement se faire concurrencer par les autres espèces. Donc du coup, des fois, on a beau la semer dans des mélanges dits de prairies à flore variées, donc avec une part relativement importante de légumineuses, on ne la retrouve pas toujours en première, en 2e année. Premier point. 2e point, ça va être l'aptitude de la luzerne à être pâturée. On est sur des potentiels agronomiques très modestes, donc du coup l'action de pâturage, elle impute fortement en fait la flore qui est présente. Et la luzerne, elle aime pas ça, être pâturée. Surtout si derrière on n'est pas en mesure de lui redonner l'énergie qu'il faut pour bien repartir. Donc du coup, nous, dans une logique de prairie dite autonome, on la sème et on la fait pâturer par les animaux, et ben la luzerne, elle ne reste pas. Donc voilà les 2 éléments que l'on a qui justifient aujourd'hui le fait de ne pas mettre de luzerne dans ces prairies pâturées. Par contre, quand on s'intéresse aux prairies à flore variée plutôt pour des fauches, là, on met de la luzerne. Et je pense qu'il y a encore pas mal de travaux à faire sur la luzerne en association pour des prairies à destination de fauches. On voyait la remarque autour des valeurs de la chicorée. Donc effectivement, nous dans l'essai, on est sur une teneur moyenne, et même c'est pondéré de chaque cycle, enfin autour de 11-12% de MAT. On peut avoir des valeurs en chicorée qui sont plus élevées. Alors plusieurs explications. La première, c'est lié au cycle, enfin au rythme d'exploitation, où effectivement les chicorées étaient souvent montées, donc du gros phénomène de dilution. C'est aussi pour ça qu'elles ont fait des gros rendements aussi par rapport à nos prairies à flore variée. Il y a eu aussi beaucoup de dilution de la MAT. Deuxième explication, on est sur des plantes qui sont non fixatrices d'azote. Donc là, il n'y a pas de fertilisation minérale azotée dans le système. Et puis, en plus, on est sur des essais analytiques. Donc, on exploite l'essai sous des rythmes de pâturage, mais c'est des essais, dans le cadre de ces essais-là, les animaux ne passaient pas. Les animaux passaient pas sur ces essais, donc on n'avait pas de restitution, notamment de bouse et de pissa au pâturage sur les micro-parcelles. Ce qui peut expliquer que sur des plantes justement non fixatrices, elles se soient retrouvées quand même assez vite, un peu court en azote, et qu'elles en aient peu concentré et qu'elles en aient aussi beaucoup dilué par le rendement. Mais effectivement, sur des récoltes un peu plus avec des stades qui correspondent à leur cycle d'exploitation et puis des mélanges un peu plus riches en légumineuses, on peut réussir peut-être à avoir des taux de MAT beaucoup plus élevés. C'est ce qu'on essaye de faire un peu dans ce nouvel essai, quoi. Une question de Michael qui nous questionne sur le sainfoin. Le sainfoin, oui, le sainfoin, ça peut être envisagé, alors pas à Taurigné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le sainfoin, il se comporte très bien sur des sols à pH élevé. Donc sur la ferme, on est plutôt autour de 6, donc des sols plutôt acides, donc pas adaptés à la production de sainfoin. Et en plus, il est très lent d'installation. Donc du coup, nous, en association, il se retrouvera fortement concurrencé par les autres espèces et du coup, il n'arrivera pas à s'exprimer dans le mélange. Donc pourquoi pas dans d'autres contextes ?
peu pertinent dans le contexte de la ferme. Voilà. Il y avait une question sur est-ce que tout ce qui est étude autour de chaleur et manque d'eau, le plus impactant sur les prairies. Alors là, effectivement, enfin, on a commencé un peu le regarder. On pourra peut-être l'évoquer la semaine prochaine, quand on parlera de pâturage. On avait commencé à regarder justement des coups de sécheresse qu'on peut avoir avec des canicules marquées, ce qu'on a eu en 2019. Vraiment, dernière quinzaine de juin, on a un coup de chaud. Et là, c'est vrai que le coup de chaud, en fait, on a une plante qui se lignifie, qui essaie de se protéger, et ça se voit en termes de matière sèche sur pied et puis de valeur alimentaire derrière. On a vraiment quelque chose on a vraiment un impact très 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 significatif sur les valeurs nutritives, quoi. Mais donc ouais, ça fait partie des éléments à travailler, ça, cette résistance chaleur, manque d'eau, et effectivement le coup de chaleur a l'air encore, enfin, très impactant même par rapport à un manque d'eau, quoi. Alors, une question d'Anne-Laure sur le constat qui a été fait que pour des prairies de fauche de plus de 5 ans, on se retrouvait pénalisé, on vous l'a montré à travers les résultats. Qu'en est-il sur des prairies pâturées de plus de 5 ans? Eh bien, effectivement, alors, on se retrouve moins pénalisé sur ces prairies-là. Pourquoi? Parce qu'on a des hauteurs en fait d'entrée, de récolte, qui sont beaucoup plus basses. Donc, du coup, il y a ce phénomène de lignification qui se fait moins sur la végétation. Et du coup, on arrive à maintenir une bonne valeur nutritive, notamment en UF. Et puis souvent, bon, les PDI ils suivent avec. Donc, du coup, oui, c'est moins pénalisant pour le pâturage. Des prairies de plus de 5 ans. Néanmoins, c'est un peu moins optimum, mais l'impact zootechnique, il sera quasiment de zéro, surtout dans des systèmes viande bovine. Alors, il y a la remarque de Charles sur les travaux sur les valeurs alimentaires, et qui serait, enfin, secondaire. Enfin, je comprends la question. Je pense qu'on l'abordera aussi sur la partie pâturage, mais c'est un petit peu ce qu'on essaie de montrer quand on regarde l'évolution un peu de la valeur alimentaire au second cycle, avec des reports des stocks sur pied qui sont quand même âgés, 50-60 jours, qui baissent en termes de valeur alimentaire. On n'est plus à de l'herbe à 1 UF et 100 en PDI. On a de l'herbe qui va descendre entre 0,85 et 0,90 et qui va plutôt être autour de 75-80 en PDI. Mais donc, qui nous permet quand même de prolonger la saison de pâturage, notamment en juillet, et sur des densités qui finalement, en termes d'énergie et d'azote, même pour des bovins allaitants, sont largement suffisantes, quoi. Donc ça fait partie, enfin, des réflexions aussi, mais ça mérite de regarder un peu en termes de valeur alimentaire ce que ça peut donner, quoi. Voilà. Alors moi, Bertrand, j'ai un petit problème sur le fil conducteur des questions. Donc si tu y as accès, tu peux répondre. Eh ben, Il y a d'autres questions. j'ai l'impression que une exploitation sur 3 ans est-elle rentable? Comment se fait le semis sous couvert? Alors le semis sous couvert, il y avait une question d'Edouard, donc ça on l'avait traité peut-être dans le cadre de la première vidéo. Après, comment répondre? Sur des prairies, enfin après tout dépend son objectif de valorisation. Sur une prairie de 3 ans, on va peut-être être sur des espèces qui sont un peu plus agressives, type un RGH trèfle violet, qui déjà posera un peu moins de problématiques en termes d'implantation, parce que c'est des espèces qui vont aller un peu plus vite. Donc, bon, la question de l'implantation sous couvert sera peut-être secondaire, que ce type de mélange-là, qui effectivement est plutôt bâti sur 5 ans, en termes de composition, et qui est à base d'espèces relativement lentes d'implantation, les trèfles, les fétuques, enfin trèfle blanc, trèfle, même un peu le trèfle hybride, et les fétuques sont relativement lentes d'implantation. Donc là justement l'implantation sous couvert se justifie complètement, quoi. Après, c'est vrai que bon, voilà, c'est un mélange qui en termes en coût de semence là on est sur du 200 à peu près, on est autour de 200-220 euros par hectare. Donc plus on va essayer de le faire durer 5 ans, ça va nous permettre aussi de diviser cet investissement en semences, de de l'amortir sur une durée un peu plus longue d'utilisation de la prairie, quoi. Et une dernière question là toujours de Franck, qui nous questionne sur l'intérêt de sursemer dans une prairie qui a plus de 5 ans et du coup qui aurait tendance à avoir moins de légumineuses. Si la prairie est vraiment détériorée, qu'il y a des gros trous, oui, le sursemis est envisageable. Néanmoins, on l'a un peu évoqué là dans la présentation, si on se situe dans un système polyculture élevage
où l'objectif c'est d'atteindre l'autonomie du système, bah, le besoin en rotation, il est prioritaire à la qualité de la prairie, on va dire. Et donc du coup, on a un besoin en rotation qui fait que nos prairies, elles vont pas excéder 5-6 années de production. Donc du coup, en fait, bah, ça tombe bien, parce que dès que la qualité commence à se retrouver pénalisée, et ben la prairie rentre dans la rotation, et puis derrière, la céréale qui sera derrière, elle sera d'autant plus belle que la prairie aura été jolie juste avant. Donc plutôt prioriser la rotation. Après, sur la technique de sursemis, souvent ce qu'on se rend compte, hein, c'est sauf si vraiment il y a des trous importants, faut ramener plutôt un peu à manger à la prairie. Donc ramener du compost et du coup, là, ça stimule la flore intéressante, dominante, et du coup, ça peut relancer un peu la productivité et la composition de la prairie. Voilà. Voilà. Bon, bah, Moi, j'ai on a fait l'impression qu'on a fait le le. tour on a fait le tour des différentes questions. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, on vous propose la suite en fait de ce live sur l'utilisation des prairies à flore variées la semaine prochaine, avec une entrée plutôt pâturage. Donc, on va parler du lien en gros entre la végétation et l'animal. On va plus parler valeurs nutritives. Voilà, à travers des essais qui ont été menés sur la ferme. Donc, du coup, eh bien, on vous dit à la semaine prochaine et bonne fin de journée à vous. Au revoir. Bonne fin de journée, à la semaine prochaine. Au revoir.